YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de la série qu'on ne présente plus qui est donc Stranger Things. Donc dans la saison 4 de Stranger Things, on nous a présenté un tout nouveau personnage qui est Eddie et qui est très vite devenu le chouchou des fans. Mais savez-vous que l'histoire de ce personnage est inspirée de faits réels ? En effet, donc dans la série, Eddie se fait injustement accuser du meurtre de plusieurs personnes qui sont retrouvées mutilées aux alentours de la ville et une vraie chasse se met en place. Eddie est recherché par tout le monde et tout le monde veut sa peau et le Hellfire Club qu'il a fondé, donc qui est un club de jeu, est désigné comme étant un club sataniste et dangereux par la population et même par les policiers. Donc ces faits sont inspirés d'une véritable affaire qui est l'affaire Damien Echols et qu'on va découvrir tout de suite dans cet épisode de l'Histoire derrière. Tout commence le 5 mai 1993 alors que trois jeunes garçons âgés de 8 ans, donc on a Stevie Branch, Michael Moore et Christopher Byers, jouent dans le quartier et font du vélo ensemble. Jusque-là, rien d'anormal, les enfants sont très connus dans le coin, ils sont très appréciés aussi et c'est habituel qu'ils jouent ensemble dans le quartier et qu'ils sortent comme ça en groupe d'amis. Les enfants font aussi partie des scouts, ce qui fait qu'ils sont encore plus connus dans le quartier et par les adultes notamment. Et donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire globalement. La mère de Stevie dira même que la dernière fois qu'elle a parlé à son fils, c'était pour l'autoriser à aller faire du vélo avec ses deux amis. Donc rien d'alarmant, mais le soir même à 21h, c'est le beau-père de Stevie Branch qui signalera la disparition des garçons. Ils ne sont en effet pas rentrés à l'heure à laquelle il avait été convenu qu'ils rentreraient, qui était donc vers 16h à peu près. Donc à 21h, le beau-père de Stevie prévient la police et des recherches sont mises en place. Mais ce n'est que le lendemain, donc le 6 mai 1993, que l'on retrouvera le corps des trois garçons qui sont à côté d'une rivière dans le West Memphis. Donc les garçons sont retrouvés gravement mutilés, leurs mains et leurs pieds sont attachés avec leurs propres lacets, ils sont nus et par exemple Christopher a le crâne fracturé. Des marques en forme de V sont retrouvées partout sur leur corps qui seront associées donc au satanisme et on a aussi leurs parties génitales qui sont complètement mutilées. Ces marques, selon les policiers, auraient pu très bien être faites par le meurtrier, mais en même temps ça peut être aussi des animaux sauvages qui sont venus et qui ont donc attaqué le corps des enfants une fois qu'ils étaient déjà décédés. Donc les traces qui sont retrouvées sur le corps des enfants en forme de V sont tout de suite associées au satanisme par les policiers. Et donc le 7 mai 1993, c'est Damien Echols et Jason Baldwin, tous deux âgés respectivement de 18 et 16 ans, qui sont arrêtés par les policiers et interrogés. Les deux garçons sont en effet différents, c'est-à-dire qu'ils ont un style qui pour l'époque est très controversé. Ils ont un style très rock, ils écoutent du métal et Damien pour sa part a étudié le Wicca, donc qui est une sorte de sorcellerie, qui porte à questionnement et surtout dans ces états très conservateurs et très chrétiens du sud des États-Unis, à cette époque-là où il y a vraiment une panique générale autour du satanisme et donc les gens pensent directement que c'est les personnes qui ont ce type de style et qui écoutent ce type de musique sont des serviteurs de Satan qui font des rituels sataniques tous les soirs et donc là forcément avec les meurtres des trois petits garçons c'est tout de suite considéré comme un sacrifice satanique. Donc les policiers tout de suite se dirigent vers ces personnes-là et les deux jeunes nieront tout à fait pendant leur interrogatoire toute implication dans ces meurtres. Donc ils sont relâchés parce que l'interrogatoire ne donne globalement rien de spécial, aucune information n'en sort, ils continuent de nier puisque pour eux ils ne sont pas impliqués et donc ils sont relâchés. Damien dira dans une interview que pendant près d'un mois après son interrogatoire, les policiers vont l'harceler assez régulièrement, par exemple en venant devant chez lui et en braquant des projecteurs sur ses fenêtres pour l'empêcher de dormir, etc. Donc c'est un harcèlement qui est assez constant puisque les policiers de leur côté sont absolument convaincus de la culpabilité de Damien et de Jason et n'iront globalement pas chercher plus loin autour à part eux. Après on a un autre adolescent qui rentre en compte et qui est donc à nouveau impliqué dans l'affaire et c'est Jesse Miskelly qui a 17 ans. Jesse, c'est un ado qui est très connu pour ses bagarres et qui est quelque peu perturbé. Le 3 juin 1993, qui sera interrogé par les policiers.
Il renonce à avoir un avocat et il craque très vite en expliquant que oui, il est bel et bien impliqué dans les meurtres des 3 garçons et qu'en plus de ça, Damien et Jason sont aussi impliqués dans l'affaire, qu'ils ont aussi participé au meurtre. Donc il n'en faut pas plus pour les policiers pour arrêter les 3 jeunes, même si Jesse, lui, se rétracte le lendemain suite à ses aveux. Et il faut aussi noter que ces aveux ont été fortement poussés par les policiers, puisqu'à la base les aveux de Jesse sont quand même très incohérents dans les faits, et il y a énormément d'incohérences par rapport à ce qu'on a retrouvé en fait sur la scène du crime. Donc malgré ces incohérences, les 3 jeunes sont arrêtés et les rumeurs continuent d'être alimentées par rapport à de potentiels rituels sataniques qu'ils auraient donc pratiqués sur les 3 enfants. Le 4 février 1994, Jesse est jugé, donc c'est le procès uniquement de Jesse, et il est reconnu coupable de meurtre au premier degré et de 2 autres au second degré. Il sera condamné à la prison à vie sans possibilité de sortir. Le 18 mars 1994, c'est le tour du jugement de Jason et de Damien, et eux seront aussi reconnus coupables. Donc Jason sera reconnu coupable mais condamné à la prison à vie sans possibilité de sortir, et Damien lui sera directement condamné à la peine capitale par injection létale. On constate donc que le fond de l'arrestation et même le fond de l'accusation des 3 jeunes se base sur le satanisme globalement et sur le fait qu'ils auraient pratiqué des rituels sataniques. Il n'y a pas d'autres grandes preuves, et en plus de ça on constate que Damien a un comportement assez désinvolte durant le procès. Il sourit. Enfin, il y a une vidéo dans laquelle on voit sourire, et sinon le reste du temps, on le voit se comporter de manière assez insolente, et il paraît pas très impliqué en fait dans le procès, ce qui enfonce encore plus le clou dans le fait que les gens se disent qu'encore plus c'est forcément lui le coupable vu comment il se comporte. Damien répondra à ça dans une interview où il dira que tout simplement c'est vrai qu'il ne se rendait pas bien compte de la gravité de la situation et de l'ampleur en fait que tout ça prenait. Et pour la vidéo dans laquelle on le voit sourire, en fait, il est dans une voiture de police et il regarde derrière et il sourit. Alors, les journalistes ont pris cette vidéo hors contexte, bien entendu, puisqu'en fait, il explique que derrière cette voiture, il y avait sa famille et qu'il venait d'être condamné à mort, en fait. Là, le procès était fini et la sentence était tombée, il était condamné à mort, et il souriait tout simplement à sa famille pour faire semblant en fait que tout allait bien, que tout allait bien se passer, et pour les rassurer. Les 3 garçons sont bel et bien incarcérés, et dans les années qui suivent, il y a de nombreuses choses qui sont mises en place pour qu'ils essayent de clamer leur innocence, donc ils font appel, etc. Mais rien ne fonctionne. En dehors des murs de la prison, il y a beaucoup d'associations qui se forment et beaucoup de grandes personnalités qui commencent à militer pour leur libération, et qui désignent donc forcément l'incohérence de toute cette enquête et le fait que c'est uniquement parce qu'ils écoutaient du métal, parce qu'ils avaient un style atypique, qu'ils ont été directement désignés comme coupables. Donc on a par exemple en 2003 l'actrice Winona Ryder qui participe donc à un événement et qui est organisé par Henry Rollins, qui est donc le chanteur des Black Flags. Cet événement permet de récolter forcément un peu d'argent, et il y en aura plein comme ça qui seront faits et auxquels les gens participeront et donneront de l'argent pour militer pour leur libération. Donc en 2010, on a Johnny Depp qui affichera son soutien pour les 3 garçons en militant au sein d'un comité dont il fait partie, qui milite pour la libération des West Memphis. Dans une interview, on demandera à Damien pourquoi il pense qu'autant de grandes personnalités se rallient à sa cause et tentent de faire clamer leur innocence, et il dira tout simplement parce qu'il pense que ces artistes, ces personnalités, s'associent beaucoup à lui et se reconnaissent en lui, puisqu'ils ont un style qui est globalement similaire, et qu'à peu de choses près en fait ça aurait pu à tout moment être eux à la place de Damien. En fait c'était qu'une question de timing et de lieu, puisque eux-mêmes ayant ce style, ils auraient à tout moment pu être accusés des meurtres, tout comme Damien l'a été. En 2007, les fonds récoltés permettent de faire des analyses ADN sur l'ADN des 3 garçons, et en le comparant à l'ADN retrouvé sur place, puisqu'à l'époque, sur la scène du crime, on retrouve 2 cheveux qui n'avaient pas été comparés à l'ADN des garçons. Et donc là on les compare et on constate que entre l'ADN des garçons et l'ADN qui avait été retrouvé sur la scène du crime, il n'y a aucun match. Ça ne matche pas du tout, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux qui ont commis les meurtres, puisque, enfin vraisemblablement, si ce n'est pas leur ADN qui a été retrouvé sur place et qu'aucun autre ADN n'a été retrouvé,
c'est que les dernières personnes qui ont touché les enfants ou qui ont laissé leur ADN dessus, bah c'est forcément le meurtrier, enfin en théorie. Ça ne correspond pas et ce n'est pas la seule chose que l'on découvre, puisqu'en effet, donc, les traces en forme de triangle qui avaient été à l'époque associées à du satanisme sont en fait tout simplement des traces qui ont été causées par des tortues alligators qui vivaient juste à côté de l'endroit duquel on a retrouvé les corps des 3 enfants. Donc toutes ces preuves accumulées permettent que le 4 novembre 2010, la Cour suprême de l'Arkansas autorise une nouvelle audience de preuves où les avocats pourront présenter toutes les incohérences liées aux nouvelles preuves qu'ils ont trouvées. Le 19 août 2011, l'audience a lieu et là on se rend bien compte que les garçons n'ont pas commis des crimes avec toutes les preuves qui se sont ajoutées au dossier. Mais ils ne peuvent pas être libérés pour autant, c'est-à-dire qu'ils ont une manière d'être libérés et c'est de faire un plaidoyer de culpabilité, qui est aussi appelé plaidoyer d'Alford. C'est-à-dire qu'ils plaident coupables tout en clamant leur innocence. Donc c'est ce qu'ils font, ils plaident coupables des meurtres, et donc en fait ça leur permet eux d'être relâchés mais pas disculpés des meurtres, c'est-à-dire qu'ils ont toujours leur casier, avec dedans le fait qu'ils ont assassiné 3 garçons. Donc aux yeux de la justice, l'affaire est classée et les 3 hommes restent les assassins des 3 enfants, aux yeux de la justice. Suite à ça, on peut vraiment se demander qui a commis ces meurtres finalement et qui pourrait vraiment avoir fait ça. Et donc là-dessus, il y a une théorie qui ressort et un coupable qui se fait un suspect qui sort vraiment du lot. Ce suspect, c'est le beau-père de Stevie Branch qui s'appelle Terry Hobbs. Donc pourquoi il est suspect? Tout d'abord parce qu'on constate beaucoup de zones d'ombre autour de lui. C'est vrai que Terry déjà signale la disparition des garçons seulement à 21h. À 21h alors que les garçons étaient censés rentrer à 16h. Donc il y a quand même 5 heures. En 2009, donc il y a 3 personnes qui disent avoir vu Terry Hobbs avec les 3 garçons le soir du meurtre. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en 2012, donc après la libération des 3 garçons, eh bien il y a le neveu de Terry qui aurait confié à un ami que c'était bel et bien Terry qui avait tué les 3 garçons, mais que ça restait un secret de famille. Terry, pour se défendre par rapport à ça, dira que oui, bien sûr, il a des secrets de famille, mais qu'aucun ne concerne le meurtre des 3 garçons. Ce qui me fait encore plus douter par rapport à sa culpabilité, c'est qu'il y a des preuves même matérielles. C'est-à-dire que à l'époque où on a comparé l'ADN des 3 garçons avec l'ADN des cheveux qui ont été retrouvés sur la scène du crime, on les a comparés, ça n'a rien donné. Mais ça a matché avec une autre personne, et cette autre personne, c'est Terry. En effet, il y a un cheveu qui a été retrouvé sur la scène du crime qui appartenait en effet à Terry. Pour se défendre de ça, Terry dira que le cheveu a pu être là à n'importe quel moment et n'importe comment, puisque les garçons venaient souvent chez lui et que donc à tout moment il y aura un cheveu à lui qui sera accroché, je sais pas trop quoi. Je trouve ça un peu bancal personnellement. Et en plus, on a retrouvé aussi donc l'autre cheveu qui appartient à l'ami de Terry, qui s'appelle David Jacoby. Et donc David Jacoby dira que en fait le cheveu de David a été retrouvé autour de la scène, pas sur la scène directement, et donc il dira que il a été retrouvé autour, c'était pas dessus, donc qu'à tout moment le vent a pu l'emporter, d'on ne sait où, et que en fait ça ne prouve pas qu'il était sur la scène du crime à ce moment-là. Ils continueront de nier et ils ne seront jamais inquiétés, ils ne seront jamais désignés comme suspects, il n'y aura pas d'enquête spéciale qui sera menée autour d'eux. À l'heure d'aujourd'hui, il faut savoir donc que les 3 garçons sont donc libérés, donc ce sont des hommes aujourd'hui, je dis les 3 garçons, mais ils sont vieux maintenant. Et donc Eccles vit à Salem avec sa femme, et il a écrit plusieurs livres, et en plus il a ouvert un salon de tatouage. Jason, lui, a fondé une association pour venir en aide aux personnes qui sont injustement accusées ou condamnées pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Donc il a fait des études après sa libération, etc. Et donc il ne vit plus à West Memphis. Le seul qui est resté vivre à West Memphis entre les 3, c'est Jesse, qui vit chez son père avec sa petite amie. Et il fait plutôt profil bas depuis sa sortie de prison. Donc comme je l'ai dit avant, personne ne sera plus inquiété du meurtre des 3 garçons, puisque aux yeux de la justice, de toute façon, l'affaire est réglée et c'est toujours Jesse, Jason et Damien qui sont reconnus coupables. Donc le beau-père ne sera jamais inquiété, ni même son ami. Donc à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et qui a bien pu commettre les meurtres, et on ne le saura sûrement jamais. Même si les familles des victimes se battent un peu pour que l'enquête soit rouverte,
Je doute qu'un jour, en fait, on saura réellement ce qui s'est passé. Cette affaire, elle met finalement en avant deux grosses injustices, puisqu'on a d'abord l'injustice de l'emprisonnement à tort des trois garçons qui ont quand même passé 18 ans derrière les barreaux pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Et encore aujourd'hui, ils ne sont toujours pas disculpés, donc ça reste une énorme injustice. Et il n'y a pas vraiment d'enquête autour qui ont été faites pour vraiment chercher qui était le vrai coupable. Et en plus de ça, la deuxième injustice, c'est pour les victimes à qui on ne fera jamais justice, puisque on ne cherchera, je pense, plus jamais qui les a tués, qui leur a fait ça. Et donc les familles des victimes resteront aussi quelque part dans un certain doute par rapport au véritable auteur de ces meurtres. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos théories sur l'affaire et sur qui aurait pu commettre le meurtre. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!